Mesdames, Messieurs, bonjour. Jury du dimanche, e-radio, première radiovision du Sénégal, ITV, votre chaîne de télévision préférée, et imedia.sn, votre site de référence. Nous recevons ce dimanche Idrissa Diabira. Il est le directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, ADPME. Bonjour. Bonjour, Mamadou. Vous êtes diplômé en physique fondamentale, pétrole, finance avancée et administration des affaires des universités Paris-Saclay, Dauphine en France et Stanford aux États-Unis. Vous êtes récemment coopté au Conseil consultatif pour les institutions et les écosystèmes au niveau des ITC, agences de l'ONU et de l'OMC. Au plan politique, vous militez à l'Alliance pour la République, parti au pouvoir depuis 2012. Ancien conseiller spécial de la première ministre Mimi Touré et ancien coordonnateur du Yonu Yokouté devenu PSE, vous êtes aujourd'hui membre de la Task Force républicaine, président du mouvement Djaral Nanyuko, Ada Baga Oda, Soninké, et commissaire politique à Saraya. Soninké est fier de l'être, vous êtes né en France, vous y avez grandi, vous l'affichez clairement dans votre biographie. D'ailleurs, vous êtes le président de l'association Ouagadou Djida qui promeut la langue Soninké au Sénégal. Soninké, un groupe ethnique d'Afrique de l'Ouest, fondateur de l'empire du Ghana et du Ouagadougou, que je connais très bien puisque je suis de Bokidiavé. Absolument. Alors, première question, c'est une question d'actualité, c'est la fermeture, reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar. Quelques faits. C'est un hôpital bâti sur 6 hectares, construit en 1910, cela fait 112 ans. Est-ce que la reconstruction d'un hôpital, dit d'ailleurs hôpital des indigènes, comme Aristide Le Dantec, vous parle en tant que DG de l'ADPME? Oui, ça me parle à plusieurs titres. Déjà, merci encore une fois de me convier à cette émission. Ça me parle en tant que fils d'immigré, parce que la santé, c'est souvent l'un des éléments qui conduisent nos parents à migrer, avoir accès aux services de base, pouvoir se soigner, faire vivre sa famille. Et donc... en plus des évacuations sanitaires. Exactement. Oui. Et donc ce défi, c'est un défi absolument majeur qu'il convient de relever. Le chef de l'État aspire au Sénégal émergent et il met en œuvre le plan pour pouvoir l'implémenter. Sénégal émergent, Yokouté en Wolof, le bien-être. Et parmi les éléments du bien-être, bien évidemment, la santé. Et donc le modèle social est assurément un élément absolument fondamental de la santé. Et les hôpitaux ou les cliniques, les éléments de protection sociale sont des éléments absolument majeurs. Donc c'est normal que ça suscite beaucoup d'émoi, vous l'avez dit, un peu plus d'1 siècle. C'est dans la vie de tout le monde, nos parents, nos grands-parents. Et effectivement, ça bouscule des habitudes. Il n'en demeure pas moins qu'il faut rafraîchir la vieille dame. On a vu ce que le chef de l'État est en train de faire en matière d'hôpitaux de 3e génération, que ce soit à Kaffrine, que ce soit à Kédougou, que ce soit à Touba, que ce soit ailleurs. Il est nécessaire d'avoir des institutions de santé qui soient à la hauteur des défis que l'on a à relever. Et donc le renouvellement ou la réhabilitation s'imposait. C'est jamais la bonne heure parce que pour certains, ils y travaillent, ils y ont leur habitude et donc ça peut être complexe. Il s'agit d'avoir les mesures d'accompagnement, il s'agit d'avoir la pédagogie nécessaire à leur endroit. Justement, patients et personnel dénoncent une certaine précipitation en disant on va quand même déménager tout un hôpital avec des services, avec un personnel, avec surtout des malades. On a entendu le cri du cœur de ces malades du cancer. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État ne doit pas tenir compte de cette préoccupation? Absolument. Il faut, je crois, les entendre. En renonçant à fermer l'hôpital ce 15 août là? Non, je pense que après c'est à ceux qui en chargent le dossier de pouvoir l'appréhender. Toute souffrance, et on parle de maladie ou on parle de changements exprimés, doit être entendu et doit bénéficier de l'accompagnement nécessaire. Mais les grandes évolutions
font aussi du bruit. Je me souviens de la construction, en tout cas de l'autoroute à péage, du TER, de l'aéroport. Les grands travaux ne sont pas si fréquents que cela. Et justement, ils bousculent un certain nombre d'habitudes. Je pense que l'État sait prendre les dispositions pour pouvoir entendre, accompagner les malades, le personnel médical. Et je suis convaincu que ces derniers trouveront une feuille de route qui permettra de mettre en œuvre ce projet de réhabilitation, tout en assurant une prise en charge correcte des patients et une réaffectation aussi correcte du personnel soignant. Mais il ne s'agit pas de s'arrêter dans quelque chose qui est essentiel. Faire en sorte d'avoir des institutions de santé qui soient au niveau requiert de prendre en charge celles qui sont existantes. Et en l'occurrence, Aristide Dantec en fait partie. Alors, il y a aussi le volet foncier. Le projet doit coûter, en tout cas la reconstruction de l'hôpital, 63 milliards. Je parlais de 6 hectares tout à l'heure. L'État envisage de construire ou de reconstruire l'hôpital sur 3 hectares, les autres 3 hectares de les vendre. Justement, ici, beaucoup d'observateurs se préoccupent de cette démarche de l'État qui risque d'être encore une opération de spéculation foncière. Vous répondez quoi? Je ne connais pas exactement les détails. Oui. C'est sûr que la question foncière, c'est une question éminemment polémique. Absolument. Et au Sénégal, dans la région de Dakar en particulier, il faut y mettre toutes les formes et les attentions requises. Oui. Et il est prouvé que c'est souvent l'objet de beaucoup de spéculations. Même un témoin ce rapport de l'OFNAC qui parle de corruption dans le périmètre Dakar, Thiès, Mbour et autres. Oui, donc qu'on en parle aujourd'hui pour ce qui est de l'hôpital, qui est essentiel pour notre santé, est-ce que ce n'est pas une question de préoccupation qu'il faut tirer au clair? Je dis oui, la transparence. Absolument. Oui. C'est normal que ce soit un élément de préoccupation. Il ne faut pas pour autant, comme on dit, jeter le bébé et l'eau du bain à chaque activité qui sont amenées à se tenir. Le foncier, de manière générale, et on l'a vu, une disposition et des réformes que le chef de l'État a pris à la faveur de foncier rural il y a quelques mois. Mais une réforme foncière qu'on attend toujours, hein, c'est en cours, qui n'est pas encore allée jusqu'au bout. Non, les dispositions pour que l'État puisse justement apprécier l'affectation d'un certain nombre de terrains à des privés ont été reprises en charge. Les éléments justement d'aménagement du territoire avec l'ANAT, vous avez un plan d'aménagement du territoire qui a été validé dernièrement, qui est absolument essentiel parce que l'État n'en disposait pas. Et ce dernier, justement, dispose maintenant d'un droit de visa sur les parcelles, sur les terres qui doivent être affectées, quel que soit leur usage. Ce sont aussi des verrous qui sont extrêmement importants. Mais ce que je tenais aussi à dire, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Oui, mais parlons de ces 6 hectares-là de l'hôpital de Dantec. Le foncier n'en demeure pas moins un levier de développement pour nos États et pour les projets, pour pouvoir structurer leur financement. Donc, je ne suis pas choqué a priori, et il ne faudrait pas, encore une fois, qu'a priori, puisque la dimension foncière est présente, que l'on envoie une malversation dans tout ce qu'il y a à faire. Je pense qu'il faut D'où aussi, la transparence. Oui, mais il faut rester prudent et ne pas jeter... Parce que souvent, quand même, il y a un problème de gouvernance qui se pose généralement dans des opérations de cette nature. Souvent, c'est vous qui le dites. Oui. Ça arrive, et effectivement, il faut redoubler d'attention, être absolument transparent pour éviter qu'il y ait des inquiétudes ou des spéculations lorsque une opération se déroule. Jury du dimanche avec Idrissa Diabira, il est le directeur général de l'ADPME, Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Parlons justement des PME. Vous êtes à ce poste depuis 2017 en remplacement de Maboussa Thiam, décédé il y a juste un an, paix à son âme. Une occasion d'ailleurs de lui rendre hommage. Mérité. Oui. C'était un grand homme. Je tiens à présenter de nouveau nos hommages à sa famille. Nous sommes dans notre 20e année.
Il a fait partie de ceux qui ont contribué à ce que l'ADPME est aujourd'hui. Chacun connaît sa compétence, chacun connaît son commerce avec les uns et des autres. C'était pour moi aussi un grand frère, même si je le connaissais plus au travers de Mastiam. Mais c'est quelqu'un qui a marqué l'ADPME, qui est une institution qui a 20 ans aujourd'hui et qui, à partir de 2012, puisque le chef de l'État a souhaité la restructurer pour en faire une institution de référence, que ce soit au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Faire en sorte que le secteur privé puisse jouer son rôle plein et entier, faire en sorte, c'est la devise de la DPME, d'être le coach de futurs champions, de faire en sorte que nous puissions offrir l'accompagnement, quel que soit le profil ou les besoins de l'entreprise, pour que ces dernières puissent grandir. Parce que l'enjeu que l'on a, c'est justement que nos entreprises naissent, grandissent très peu et justement ne sont pas en capacité de créer les richesses et les emplois. Et meurent très vite. Effectivement. Comment se porte justement la PME sénégalaise? Meurent ou survivent, effectivement. Oui. L'ANSD le disait dans le recensement général des entreprises en 2017, que les entreprises sénégalaises, dans leur portrait robot, étaient des entreprises qui naissaient, qui étaient presque morts-vivantes. Et puis à la première année, avec un pourcentage très élevé, presque 65%. Oui, bon, les chiffres, des fois, il faut s'en méfier parce que, vous savez, on peut avoir son INEA, son RCCM, faire venir un container, puisque on a très peu d'état financier dans les entreprises sénégalaises. C'est 3% simplement des entreprises qui en disposent. Donc le reste mènent leurs activités sans avoir, entre guillemets, un carnet de santé régulier. Il est extrêmement difficile en fait de savoir si l'entreprise continue ou pas à vivre. Vous avez des réserves sur les statistiques? Pas celles qui consistent à indiquer la mortalité des entreprises, puisque pour déterminer la mortalité, il faut pouvoir la constater. Or, ce qui permet de constater la vie d'une entreprise, ce sont ses états financiers, et la situation de l'entreprise s'apprécie au travers de cet élément. Et c'est là l'enjeu de l'ADPME, l'un des défis que nous avons, contribuer à une formalisation massive des entreprises. Pourquoi? Pour que l'entrepreneur lui-même puisse savoir l'état de santé dans lequel il se trouve, parce que pour grandir, pour compétir, c'est pour ça que nous filons la métaphore au sport, il faut savoir quelle est sa performance, où est-ce qu'on en est-ce qu'on est éligible à du financement, est-ce qu'on est éligible à des marchés publics, est-ce qu'on est éligible à des marchés de sous-traitance ou de l'export. Et donc, il faut être en mesure d'apprécier sa capacité. Et donc, autrement dit, vous êtes en train de dire que la mortalité qui serait élevée de nos PME ne correspond pas à la réalité, qu'il y a des PME qui sont déclarées mortes alors qu'elles ne le sont pas. Oui, ce que je dis, c'est que le chiffre sur la mortalité est extrêmement difficile à l'apprécier. Parce que la formalité qui consiste à dire que la PME est morte n'est souvent pas réalisée par le dirigeant d'entreprise. Il ne vient pas au tribunal de commerce pour indiquer que la PME ne fonctionne plus. Il conserve son INEA, il conserve son registre de commerce et globalement, que la PME ait une activité ou pas, on ne le sait pas vraiment. Et comme un nombre très faible d'entreprises sont aussi assujetties aux contraintes fiscales, elles ont peut-être une patente, celles qui sont au système normal, c'est-à-dire celles qui ont plus de 60 millions en gros de chiffre d'affaires ou un peu plus, payent un peu plus régulièrement, mais leur nombre est relativement faible. L'ensemble du reste, globalement, vous avez très peu de modalités d'apprécier leur mortalité. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas en souffrance, et la Covid l'a montré. Nous avions commis une enquête qui démontrait que, à la faveur de la crise de la Covid, c'était près de 90% des PME qui exprimaient en avoir beaucoup souffert ou souffert, c'est-à-dire plus de 30% de perte de leur chiffre d'affaires. Donc, le fait que les PME soient en souffrance, c'est une réalité. Oui. La capacité à apprécier, c'est un défi. Et justement, avoir une agence qui a pour défi d'accompagner dans la continuité les PME, c'est absolument essentiel. Parce que pour pouvoir
apprécier notre capacité productive au niveau du Sénégal, pour pouvoir apprécier ce que nos entreprises sont en capacité de faire. Comme les enfants qui ont leur carnet de santé, il nous faut avoir un suivi continu de nos entreprises pour les aider là où il faut et pour les aider à être compétitives et à relever les défis dont on a besoin. Je repose quand même ma question. Comment se porte la PME sénégalaise? La PME sénégalaise, pour certaines, elle se porte bien parce qu'on a des champions ou des champions en devenir. Sinon, c'est un acteur qui est relativement en souffrance parce que les crises se sont succédées, celle de la Covid-19, la crise actuellement ukrainienne, l'environnement international n'est pas des plus roses. Et donc, ce sont des acteurs qui, elle le disait elle-même, à 94% appellent à être accompagnés. Nous avons, depuis 2012, couvert un champ qui était vide en termes de modalités d'accompagnement. En 2010 se tenaient les concertations nationales sur le crédit au Sénégal. Différents constats forts émanaient, l'absence de mécanismes de garantie, l'absence de mécanismes de prise de participation, l'absence de banques qui soient dédiées, l'absence de mécanismes de réduction de l'asymétrie d'information entre les banques et les PME, parmi les plus grandes. Depuis lors, sur ces grands constats, des réponses ont été apportées, le FONGIP pour la garantie, le FONSIS pour la prise de participation, la BNDE pour le financement, la DER pour le financement d'amorçage pour une partie des publics, dernièrement la BICIS, la DPME qui s'est restructurée entre-temps. Donc les ingrédients sont disponibles pour pouvoir passer à l'échelle, c'est-à-dire mettre à disposition des entreprises sénégalaises un accompagnement qui leur soit adapté pour non pas simplement qu'elles puissent vivre, mais pour qu'elles puissent grandir, compétir, chercher des marchés à l'extérieur ou répondre aux besoins nationaux. On le voit avec les denrées de première nécessité, faire en sorte de créer davantage les produits dont on a besoin et pour qu'on soit moins dépendant de l'extérieur. Très bien, on reviendra tout à l'heure sur le sujet du financement, mais continuons sur la cartographie un peu de ces PME. Le ministère du Travail a révélé des chiffres qui sont préoccupants récemment. 216 entreprises fermées, 1146 emplois perdus en 2021. Alors, sur cette cartographie, quelles sont les entreprises et dans quel secteur où on a vraiment une souffrance? Et quels sont les secteurs qui semblent s'en sortir mieux, s'en tirer mieux? Alors, à la faveur de la crise, on disait les entreprises qui étaient le plus en souffrance étaient aussi celles qui étaient reliées au secteur du tourisme. Le secteur du tourisme, les services agroalimentaires, puisque effectivement, la fermeture nationale, internationale impactait énormément ces acteurs, les restaurants, les autres domaines. Ça reprend, il faut s'en féliciter, le monde se rouvre, le Sénégal se rouvre. D'autres entreprises, globalement, tiraient un peu plus leur épingle du jeu. Je parlais des entreprises dans le secteur du numérique, des entreprises dans le secteur de l'agroalimentaire, puisque aussi les gens consomment pas mal. Et nous venons, entre autres, d'achever un programme d'accompagnement des entreprises à l'international. Près de 250 entreprises en ont été bénéficiaires. Et dans ces 250 entreprises, vous avez des entreprises effectivement du numérique, vous avez des entreprises dans le domaine de l'agroalimentaire, vous avez des acteurs du sport, puisque nous avons accompagné la Ligue sénégalaise de football professionnel qui exporte des joueurs. Et quand on exporte des joueurs... Ça vous intéresse aussi? Oui, parce que un club de football, c'est une PME, c'est une entreprise. Et le fait que les dirigeants, que ce soit à l'époque Saher Seck ou l'actuel président de la Ligue, M. Wade, ait conscience que le défi, c'est de faire en sorte que les clubs soient gérés comme des PME compétitives, c'est extrêmement important. Derrière un club, c'est des fois 500, 1000 entreprises. Si vous allez voir le Casa Sport, vous allez voir la Jeanne d'Arc, vous allez voir Diambar, ce sont autant
de capacité de structurer, de créer de la richesse, de créer de l'emploi. Et les fonctions qui déterminent un bon fonctionnement pour une entreprise, ce sont les mêmes. La gestion de la comptabilité, la gestion des ressources humaines, les compétences pour pouvoir gérer les acteurs, pour pouvoir mettre en exergue le produit, en l'occurrence, pour notre championnat, pour beaucoup de nos clubs, ces produits, ce sont les futurs Sadio Mané ou autres qui auront l'occasion de jouer à l'international, d'être achetés et de permettre à ces clubs de se développer, de grandir et justement d'avoir une chaîne qui est celle de l'industrie sportive. Dans l'industrie culturelle, c'est la même chose. Nous avons accompagné l'AMA, l'association des managers et d'artistes du Sénégal, mais l'industrie culturelle et sportive, c'est certainement parmi les leviers les plus importants du développement du Sénégal. Le chef de l'État en faisait cas après la victoire lors de la Coupe d'Afrique, mais un Baaba Maal, c'est une industrie en tant que telle. Vos industries charrient un nombre d'acteurs absolument important. Est-ce que pour autant l'accompagnement de ces acteurs est à la hauteur de ce qui est attendu? On voit les films, on avait un Hollywood qui s'était développé après au Nigeria. Au Sénégal, on a une industrie du film qui est en train de se développer à la faveur de Marodi ou d'autres, qui est aussi une modalité de vendre le way of life sénégalais et donc d'accompagner, de créer des richesses, des emplois. Donc les PME, je pense que c'est les Américains qui ont le mieux traduit un peu leur rôle dans leur économie. Ils vont parler de sacralité de la PME. Le contenu local dont nous avons voté la loi en 2019 met au cœur de sa stratégie le fait que les PME soient l'élément central de notre politique économique. Parce que ce que les Américains ont fait en 1953 avec un Small Business Act africain, l'engagement du chef de l'État depuis 2012 d'avoir les mécanismes permettant d'avoir un Small Business Act sénégalais, voire africain, pour permettre à nos entreprises non seulement d'être compétitives, mais d'être prises en compte dans les marchés qui sont à notre disposition. Les marchés publics, les marchés du contenu local, c'est ce que l'on va adresser très prochainement. Nous nous sommes rencontrés avec le secrétariat technique au contenu local pour voir comment est-ce qu'on identifie les entreprises, comment on les fait grandir, ou bien les entreprises que l'on accompagne à l'export. Et les résultats que l'on a sont très probants. Les entreprises accompagnées non seulement grandissent, mais en moyenne créent à peu près 10 emplois dans le temps de l'accompagnement qu'il y a pu y avoir. Donc je pense que l'enjeu de disposer d'institutions fortes, susceptibles d'avoir un mécanisme d'accompagnement à la hauteur est extrêmement important pour notre économie. Très bien. Idrissa Diabira, DG de l'ADPME, invité du jury du dimanche. Deux préoccupations majeures quand on parle de l'entreprise. C'est d'abord l'enjeu du financement, c'est le défi de l'emploi. Est-ce que ces nouveaux programmes que l'ADPME est en train de mettre en place avec la Banque mondiale, le programme ETHER, mais aussi la Banque africaine de développement, qui vise 5000 PME, est-ce que c'est une réponse mais concrète, et vous nous direz pourquoi et comment, à ces deux préoccupations, financement, emploi? Absolument. Et une troisième même, celle de la compétitivité. Les entreprises, le financement est aux entreprises ce que l'essence est au véhicule. Il faut qu'elles en aient pour pouvoir avancer et pour pouvoir grandir. Il faut aussi qu'elles puissent avoir les fondamentaux pour recevoir, entre guillemets, l'essence en question. On ne conduit pas de la même manière une Porsche qu'une 2 chevaux. Et donc l'accompagnement pour que les acteurs soient en capacité de recevoir ces financements, c'est quelque chose d'absolument essentiel. J'ai évoqué l'asymétrie d'information. Si on pose la question aux acteurs qui font du financement, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent on ne peut pas financer pour une raison, c'est que les acteurs en question, nous ne les connaissons pas. Nous avons commencé sur le faible pourcentage d'entreprises qui disposaient de ces états financiers. Et j'aime à dire aux entrepreneurs qui donnerait ou confierait sa femme ou sa fille à un parfait inconnu qui viendrait simplement lui demander sa main. Personne.
parce que vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas d'où il vient, vous ne connaissez pas ses parents, vous n'avez aucun élément de son historique. Eh bien, cette femme, cette fille, cette sœur, c'est les ressources qui sont les ressources de la banque. Cette dernière se refusera catégoriquement, encore plus parce que ces ressources, ce sont celles que nous mettons au sein de la banque, donc ce ne sont même pas les siennes, à quelqu'un qui n'a pas d'éléments qui permettent de décrire son profil. Et donc le programme en question, Emploi, Transformation économique et Relance, ETER, il postule qu'il faut intervenir à plusieurs niveaux. D'abord au niveau de la garantie, nous mettons en œuvre avec le FONGIP qui a une disposition, couvrir le risque auprès des entreprises qui seraient susceptibles de demander des fonds. Nous intervenons avec le FONSIS parce que certaines des entreprises auront besoin que des ressources puissent être disposées. Le FONGIP, lui, va permettre aux banques d'intervenir avec un élément plus confortable. Et nous, à DPME, nous intervenons à deux niveaux. Le premier, c'est que nous aidons les entreprises à savoir où est-ce qu'elles en sont au niveau digital, parce que ce qui a été montré, c'est que quand on numérise une entreprise sur ses fonctions essentielles, elle est plus compétitive et donc elle crée plus de richesses et plus d'emplois. Ça, c'est une étude auquel le Sénégal a pris part avec le Vietnam et le Brésil. Et le niveau d'adoption technologique de nos entreprises n'est pas assez important. Donc l'enjeu, c'est d'accompagner les entreprises à se numériser et d'accompagner les entreprises à avoir accès au financement. Et ça, c'est l'assistance technique que l'on rapporte, faire en sorte d'avoir ces états financiers, faire en sorte de les reconstituer, faire en sorte de répondre aux attentes qui sont les attentes des financeurs. Mais permettre aux entreprises, aux PME surtout, d'avoir aussi un patrimoine. Oui. Et souvent même un patrimoine foncier pour être plus précis. On sait ce que cela représente quand on veut solliciter un financement. On sait aussi les conditions que posent nos banques. En tout cas, nos structures financières de manière générale. Je pense que tout l'enjeu justement d'avoir des états financiers pour une entreprise, tout l'enjeu de la formalisation, il est là. La formalisation, dit concrètement, c'est pouvoir faire la distinction d'abord entre son patrimoine à soi et celui de l'entreprise. Ce sont deux choses qui sont différentes. Absolument. Or, on sait que la plupart des entrepreneurs gèrent les deux de manière extrêmement confondue. Et donc, formaliser une entreprise, disposer d'états financiers, c'est permettre aux dirigeants de savoir ça m'appartient, ça appartient à l'entreprise. À partir du moment où vous êtes en capacité de circonscrire ce qui appartient à l'entreprise, vous êtes en mesure de mieux le valoriser. Parce qu'alors, en discussion avec un partenaire financier, ce qui dépend de vous ou ce que vous pouvez mettre en gage, ce que vous pouvez mettre en garantie, apparaît là de manière lisible. Et l'enjeu de l'accompagnement, c'est aussi de l'éducation financière à l'endroit de nos entrepreneurs pour que ces derniers puissent se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'être formel pour payer des impôts ou pour ceci. Ça, ce ne sont que des incidences. L'enjeu, c'est de maîtriser son appareil productif pour grandir. Si par ailleurs, vous devez payer quelque chose parce que vous êtes citoyen, ça en fait partie. Mais l'enjeu, c'est de savoir son potentiel. Et si on vous demande de courir, de faire des pompes pour pouvoir jouer la Coupe du Monde, vous allez les faire parce que vous êtes convaincu que ceci va vous permettre de grandir et d'être plus fort. C'est ça l'enjeu de l'accompagnement et l'enjeu d'un accompagnement qui puisse être universel. Et donc, le projet avec la Banque mondiale… Justement, j'allais revenir. Vous vous adressez à des PME qui sont en train de vous regarder, des entrepreneurs en tout cas qui vous regardent. Ce programme, quel est son montant, quelles sont les modalités c'est le projet d'adoption technologie et donc il permettra aux entreprises de se digitaliser donc dans leurs principales fonctions, dans la gestion de leurs ressources humaines, dans la gestion de leur administration. Il faut être une entreprise qui est en activité et suivant que vous êtes une entreprise en activité, que vous ayez la possibilité d'exporter, il y a un guichet qui vous sera réservé, comme ce que l'on a fait pour les 250 entreprises. Si vous n'êtes pas assez formalisé, un guichet vous sera également réservé pour disposer de vos états financiers, de votre NINEA, pour savoir exactement où vous en êtes et vous accompagner dans ce domaine-là. Si vous avez d'autres besoins, des démarches qualité, avoir des certifications ISO, un guichet standard sera également
présents. Accompagnement institutionnel, mais aussi, je suppose, accompagnement financier. Le mécanisme, c'est du fonds à frais partagés, c'est à coût partagé. C'est-à-dire, nous allons subventionner jusqu'à 75% les besoins qui sont les besoins d'une entreprise. Si vous avez un logiciel à mettre en œuvre, ce logiciel, s'il coûte 100, c'est 75% qui seront pris en charge par le programme et 25% par l'entrepreneur. Et c'est 12 milliards qui sont alloués. Donc 12 milliards pour ce programme ETHER de la Banque mondiale. Près de 8 millions de dollars, à peu près 4 milliards pour le programme de la BAD. Donc c'est près de 16 milliards. Nous sommes en train de mobiliser, avec l'appui du ministère de l'économie, notamment des ressources supplémentaires, parce que notre enjeu, c'est de mettre en place un dispositif universel d'accompagnement sur l'ensemble du territoire. Et dans le mois de septembre, nous rencontrerons l'ensemble des entrepreneurs des 14 régions pour expliquer dans les détails le projet et faire en sorte de leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent en bénéficier. L'emploi des jeunes, mais aussi on parle de l'emploi des femmes. Quelle réflexion vous inspire la question de l'emploi au Sénégal d'abord? Alors, pour moi, elle est relativement simple parce que l'emploi, vous ne pouvez pas le décorréler de l'entreprise. L'emploi, avant tout, c'est l'entreprise. C'est les entrepreneurs et c'est les entreprises qui sont en capacité de créer de l'emploi. Dans les programmes que nous avons mis en œuvre, et dans les 5 dernières années, c'est près de 2016 à 2020, dans notre dernier plan stratégique, c'est près de 30 000 entreprises qui ont pu être bénéficiaires de nos accompagnements, de toute taille et de toute forme. Près de 5 000 entreprises qui ont pu être formalisées. Lorsqu'on formalise une entreprise, en moyenne, c'est à peu près 2 emplois qu'on arrive à créer ou à maintenir auprès de cette entreprise. C'est-à-dire on a un contrat d'emploi, un contrat pour cet entrepreneur, l'entrepreneur ou l'employé n'est pas informel, l'entreprise se consolide et l'employé a une certaine sécurité dans l'emploi qui est le sien. Dans les entreprises qui exportent, c'est entre 8 et 10 emplois qu'on arrive à générer. Donc, pour moi, la conclusion, elle est presque toute trouvée en matière de création de richesse et de création d'emplois. Vous avez 3 leviers à activer. Le premier, oui, ce sont ceux qui n'ont pas encore entrepris, à qui il faut donner une certaine chance d'entreprendre, parce qu'il leur faut une issue et peut-être que le marché de l'emploi ne leur permet pas de trouver aujourd'hui dans les entreprises existantes. C'est ce qui est fait notamment avec l'ADER, c'est la possibilité aux gens d'entreprendre quelle que soit l'étape. Il nous faut davantage d'entreprises. Mais ça, ce n'est qu'une parcelle de la réponse. Le reste, la deuxième, c'est la formalisation de nos entreprises. Formaliser des entreprises, c'est leur permettre de grandir et de ne pas être mort-vivante. C'est la possibilité d'accéder à de nouveaux marchés avec des acteurs privés, avec des acteurs publics, en ayant la sous-traitance. Ceux que l'on a accompagnés à se formaliser, justement, grandissaient. À Kédougou, par exemple, avec la FENAF, la Fédération nationale des professionnels de l'habillement, que nous avons accompagné sur 8 régions, un GIE en charge avec des tailleurs qui font dans le textile habillement, parce qu'on les a accompagnés à être aux normes, a pu gagner un marché avec une entreprise minière, alors que depuis des années, jamais ces derniers pouvaient y accéder. Et le fait de pouvoir gagner ce marché de tenues qui sont importantes pour cette entreprise minière, pour ses sous-traitants, c'est de pouvoir embaucher des personnes et grandir. Donc, formaliser les entreprises. Enfin, faire en sorte que ceux qui sont les futurs champions puissent grandir et se développer. C'est l'exportation, c'est l'industrialisation, c'est la digitalisation de ces entreprises. Et je l'ai dit, les 250 entreprises que nous avons accompagnées dans la plupart des secteurs qui sont dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de l'optique, dans le domaine du numérique. Nous accompagnons aussi les acteurs d'optique avec le CNP. Je veux parler par exemple d'un entrepreneur comme Logidou qui avait créé Tex Courrier, qui s'est installé au Maroc. Un acteur comme PAPS dans le domaine de la logistique, essentiel pour nos économies qui sont installées en Côte d'Ivoire. D'un acteur comme Maraz dans le domaine du cuir et du cuir de luxe qui a pu s'installer également en Côte d'Ivoire. C'est la première boutique. Il
tend à s'installer au Gabon, d'autres qui sont dans le domaine de l'agroalimentaire ou du textile habillement, Sartoristène, Excellence Couture. Ces acteurs, ce sont nos futurs champions. Et les futurs champions, ils construisent les chaînes de valeur. Ils permettent aux petits entrepreneurs ou aux petits artisans à Gaïméré, à celui qui fait du textile habillement ou au tailleur de la Médina ou ailleurs, de pouvoir savoir qu'il y a un débouché parce que cette entreprise est capable de le faire. Et ces trois leviers, mis bout à bout, participent de créer les richesses et les emplois dont on a besoin. Oui, mais sur les emplois, le constat qui est fait quand même, Idrissa Diabira, c'est que la capacité d'absorption des demandeurs d'emploi au Sénégal, elle est encore très faible. Des entreprises, vous voulez dire? Oui, des entreprises. Absolument, parce qu'elles ne sont pas suffisamment compétitives. Et donc, l'enjeu, c'est d'accompagner nos entreprises à être compétitives. Les trois leviers que j'évoque, qu'est-ce qu'ils touchent? Ils touchent l'entreprise au sens noble du terme. Parce que pour faire en sorte que nos jeunes frères puissent trouver de l'emploi, ceux qui ont initié les entreprises, qui savent faire, quel que soit le domaine, il faut qu'ils puissent grandir. Il faut qu'ils puissent être plus productifs. Il faut qu'ils puissent être plus compétitifs. Les programmes que nous mettons à disposition, parce que quand la coopérative des horticulteurs que nous accompagnons nous sollicite, elle a ses produits d'horticulture, mangue et autre chose, mais elle n'a peut-être pas la certification Global Gap qui lui permet d'adresser le marché européen, qui permet d'adresser le marché au Moyen-Orient, qui lui permet d'aller aux États-Unis et d'être dans le cadre de l'AGOA. C'est l'accompagnement qui lui permet d'être éligible à ça. Lorsqu'on accompagne, ou on a accompagné une Zena Exotique Fruits, qui à l'époque était une petite entreprise, à se certifier, mais c'est la porte ouverte sur les marchés extérieurs. Et lorsque l'on accède au marché extérieur, non seulement on crée davantage de richesses, mais on crée les emplois dont on a besoin. Oui. Et je pense que c'est aussi là les enjeux, c'est de comprendre que les emplois sont entre les mains des entreprises compétitives que l'on doit accompagner. Ok, ça c'est ce qui concerne les entreprises existantes. Parlons maintenant des projets que montent les jeunes. Il y a quelques jours, j'ai échangé avec un groupe de jeunes qui me disent on a un projet qui est très innovant, je ne vais pas le révéler ici parce qu'on sait aussi comment ça fonctionne dans notre pays. Mais la question était de savoir comment vous avez pu avoir un financement. Ils me disent non. Nous comptons sur d'abord notre ingéniosité, première chose. Deuxième chose, sur nos propres ressources, même si elles sont modestes. Notre démarche, c'est plutôt de créer un besoin de financement au niveau des banques qui vont peut-être être obligées de venir vers nous. Vous voyez, il y a presque un changement de paradigme que ces jeunes-là sont en train d'initier. Est-ce que les institutions de financement, financières, banques et autres, établissements financiers, ne doivent pas s'adapter à cette réalité? Rejoindre les jeunes, trouver les jeunes dans leur propre terrain. Il faut que les deux éléments soient amenés. C'est-à-dire que les banques, il faut considérer que ce sont des acteurs relativement conservateurs. Comme je l'ai indiqué, leurs ressources, avant tout, ils ne souhaitent pas trop les perdre. Donc, leur public privilégié, ce seront des entreprises qui sont des entreprises établies qui peuvent justifier d'un historique. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces publics-là ne disposent pas des ressources pour grandir suffisamment. Ce qui fait que vous avez au niveau des entrepreneurs deux catégories d'acteurs, les vrais entrepreneurs qui ont envie de créer et ceux qui n'arrivent pas à trouver dans le tissu économique et les entreprises existantes les emplois dans lesquels ils pourraient s'insérer. Donc, il faut aider nos entreprises à grandir. C'est une absolue nécessité. D'accord. Deuxième point, les mécanismes qui sont les mécanismes d'amorçage pour effectivement toutes les startups, tous les acteurs que vous évoquez. Et ça, effectivement, c'est le deuxième défi avec des outils plus innovants qu'il s'agit de mettre en œuvre. Une partie, vous l'aurez au niveau des banques, l'autre partie, vous l'aurez au travers de mécanismes qui ont été mis en place, comme l'ADER, comme les fonds capital risque, comme d'autres choses que l'on doit créer qui n'existent pas tellement. Mais pourvu qu'il y ait une cohérence d'ensemble. J'en conviens absolument. Il faut aligner le schéma. À l'époque de la SONEPI, la Société nationale de promotion industrielle, l'accompagnement dictait d'une certaine manière l'accès à la garantie au travers la SONAGA et la prise de participation au travers la Sofizedit. Donc vous aviez des liens. On disait tout à l'heure que souvent les problèmes étaient abordés mais de manière trop découpée.
dans les programmes que nous allons mettre en œuvre, notamment avec Ether, les parties prenantes de leur mise en œuvre, FONGIP, nous-mêmes, FONSIS, puis dans le cadre du programme avec la BAD, l'ADER, vont mieux articuler leur intervention. Parce que l'idée, ce n'est pas de taper 4 guichets à la fois. L'idée, c'est d'avoir son profil au niveau d'un acteur et qu'au travers de cet acteur, nous soyons, nous, en capacité de faire les liens pour qu'un guichet unique de PME soit existant et que l'entrepreneur n'ait pas à frapper toutes les portes. Et ça, c'est un projet aussi relativement important que nous sommes en train de mettre en œuvre avec la coopération allemande dans le cadre du Compact with Africa qui vise à digitaliser l'accès des financements aux PME et donc à faire le lien tant avec les acteurs bancaires qu'avec les autres. On va aller très vite. La question de la souveraineté, c'est le mot qui est presque devenu magique depuis cette crise de la pandémie à Covid-19, mais aussi cette crise russo-ukrainienne avec l'enjeu des produits alimentaires, notamment les céréales. Sur la Covid aussi, la souveraineté sanitaire, pharmaceutique. Est-ce que l'ADPME a adressé cette question et quelles sont les réponses que vous êtes en mesure d'apporter par rapport à la stratégie justement visant à arriver à cette souveraineté économique, alimentaire comme pharmaceutique? Absolument. Ce que la crise a montré, c'est qu'on a eu une rupture mondiale des chaînes d'approvisionnement. Le monde est très mondialisé, on a fermé les frontières, ceux qui produisaient n'étaient pas en capacité de le faire, et nous de recevoir à la rigueur ceux qui étaient les acteurs, les principaux producteurs. Notre défi, qui concerne l'emploi, qui concerne effectivement notre souveraineté, c'est de faire en sorte que nos capacités productives soient plus importantes. Je prends le cas du secteur céréalier, qui est celui qui nous impacte le plus. Un acteur que les auditeurs et vous-même devez certainement connaître, comme Mamel Jabot, qui travaille sur le mil et qui en fait de la farine, a pu être bénéficiaire d'un accompagnement, notamment pour mettre une usine de production justement de farine en place au niveau de Thiès. Cette capacité qu'il a eu à démultiplier sa production et la transformation de mil, c'est autant de pilotes qu'il s'agit de multiplier fois 10, parce qu'à Kaffrine c'est faisable et ailleurs c'est faisable. Cet accompagnement, c'est le même que l'on apporte aux boulangers, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, qui avait toutes les difficultés à accéder aux mécanismes de financement. Avec une banque de la place, la Fédération nationale présélectionne des dossiers, nous les mettons en forme, nous aidons à structurer ces derniers pour qu'ils puissent obtenir du financement, se renouveler. Ces deux acteurs sont pratiquement, si je prends la question de la souveraineté céréalière, des acteurs absolument essentiels. Parce qu'il nous faut de la farine dans nos céréales locales et il faut qu'on multiplie cette capacité. Si on n'a pas les industriels qui aident les femmes à transformer, on ne pourra pas le faire. Justement, ça me fait penser aux meuniers aussi. Quand vous dites les boulangers c'est le pain. Mais avant le pain, il y a, exactement. Il y a quand même voilà, mais justement, la farine de blé notamment. Mamel Jabot travaille avec les boulangers pour leur offrir cette farine. Oui. Les meuniers aujourd'hui, il y a eu les expériences avec NMA et avec d'autres il y a une quinzaine d'années, avaient mis des silos pour la farine locale. Ça n'a jamais été rempli. Pourquoi? Parce que la capacité à produire sur le terrain n'était pas présente. Donc, les enjeux d'acteurs comme Mamel Jabot, donc importation. Or, ce que nous devons apprendre de la crise, c'est qu'il faut des solutions endogènes, beaucoup plus endogènes. Donc, ce que je disais, identifier les futurs champions, identifier ceux qui vont tirer les chaînes de valeur, comme Mamel Jabot ici, comme dans le domaine du textile, habillement là, et autres. Ce sont ceux-là qui, en lien avec les acteurs de production, dans le domaine du mil, du sorgho ou du maïs, sont en capacité d'augmenter la production et la productivité sur un terrain. Quel est l'horizon? L'horizon, je pense que dans les 3 à 5 ans à venir, déjà, on l'a vu sur le riz. Je me souviens que beaucoup rigolaient lorsqu'on parlait du Tchèb-Walo, si vous vous souvenez, il y a en 2012-2013. On n'est pas à l'autosuffisance, mais les modalités ont permis de produire localement des choses qui étaient pratiquement... Donc, on a les modèles et je pense que les enjeux de la mobilisation nous permettent, dans les 3 à 5 ans à venir, vraiment d'asseoir
des souverainetés sur le volet alimentaire, sur le volet pharmaceutique ou autre qui soient suffisantes. Très bien. On va parler de politique quand même. Vous êtes membre de la Task Force républicaine, militant donc de l'Alliance pour la République, coalition Benno Bokk Yakaar. On est un peu dans le temps de l'après-législative. 82 députés obtenus par Benno contre 83 pour l'ensemble de l'opposition, mais il y a quand même Pape Diop de Bokk Gis Gis qui a décidé d'intégrer le groupe parlementaire de Benno, ce qui vous donnerait 83 sièges à l'Assemblée nationale. Mais quelle est l'analyse des forces en présence aujourd'hui à l'Assemblée nationale au regard de ces législatives, des résultats définitifs? Vous savez, tout ce dont on vient parler, oui, il y a un peu plus de 10 ans, ont été les causes des émeutes de la faim en 2008, de la révolution dans les pays arabes en 2012, et c'était le fait de l'inflation, notamment sur les denrées de première nécessité. Je crois qu'on en a bien souvenir. Quand je disais que les choses sont reliées et qu'on a tendance souvent un peu trop à les découper, c'est que la Covid-19, comme la crise ukrainienne, fait qu'aujourd'hui, il y a 3-4 jours, on a eu en Sierra Leone des émeutes de la faim avec une dizaine de morts. On a un peu plus de 250% d'inflation au Zimbabwe, dans l'ensemble des pays. Et certains voudraient nous faire croire que les éléments internationaux, que ce qui s'est passé sur la Covid, que ce qui s'est passé au niveau de la crise ukrainienne n'ont aucune incidence, non seulement sur le vote, mais sur ce qui s'est passé. Vous pensez que Benno a payé le prix de tout ça? Mais je pense absolument que une partie des résultats des dernières législatives tient à cela. Parce qu'on a, entre guillemets, pratiquement deux Sénégal, le Sénégal urbain et le Sénégal rural. Et dans le Sénégal urbain, on a parlé des besoins de première nécessité, on a parlé des habitudes alimentaires, on a parlé d'un certain nombre de ces points-là. Ils ont des incidences absolument certaines sur les différentes personnes et sur le vote qui a pu y avoir. Et ça, je pense que lorsque l'on entend excusez-moi du terme, mais presque des populismes en termes de réponse par rapport à des éléments structurants qu'il s'agit d'apporter, comment est-ce qu'on relève les défis de la souveraineté, comment est-ce que l'on aménage le pays pour être suffisamment compétitif, on se retrouve globalement dans des situations qui sont un peu confuses. Alors oui, parmi les constats, c'est malgré tout, même si une percée importante de l'opposition, une victoire de Benno Bokk Yakaar. Ah oui. Vous rajoutez deux coalitions qui globalement malgré tout sont partis séparés. Ça, il faut aussi être en mesure de le rappeler. Wallu d'une part et Yewwi d'autre part. C'est plus de 400 000 voix sur le deuxième en l'occurrence. Mais quelle victoire quand on sait que Benno a perdu la majorité absolue? Non, la majorité absolue, vous-même, oui. Vous venez de... Bon, il a fallu que Pape Diop, en tout cas, annonce qu'il intègre votre groupe parlementaire. Mais quand on regarde les résultats bruts, c'est que il y a une perte de la majorité absolue à l'Assemblée nationale par Benno. Ça, c'est un fait. Pourquoi faudrait-il que quand certains rejoignent l'opposition, ils soient qualifiés de vertueux? Moi, je n'ai pas parlé de ça. Ce n'est pas mon propos. Donc, considérons... Oui. Que cette majorité absolue, elle tient des forces en présence et que ces forces en présence, aujourd'hui, notamment, un des acteurs a décidé, à la faveur notamment de ces enjeux, de la stabilité du pays, de rejoindre la coalition Benno Bokk Yakaar. Et donc, a priori, c'est une majorité qui se dessine, ça c'est une première chose. La deuxième, il faut se garder pour ce qui est... d'une partie de l'opposition de toute fanfaronnade. Je l'ai indiqué, les situations qui consistent en 2008, en 2012 ou à la Covid à être éludées ou à être passées sous silence pour expliquer un certain nombre de choses qui sont difficiles et pour traduire justement ce que l'on a vécu pendant les législatives et ce que l'on vit depuis 2-3 ans, je tiens à rappeler que le Sénégal a eu des performances économiques qui ont été jamais vues depuis son indépendance. Plus de 6% de croissance de 2014 à 2019. C'est inédit. La Covid, notamment, a stoppé ces éléments et a contribué, on en a parlé pour les entreprises,
ça vaut bien évidemment pour ceux qui y vivent, ça vaut pour les citoyens, à impacter sur les citoyens. Et encore plus durement pour ceux en zone urbaine. Et je pense que ça, c'est des éléments qu'il faut avoir à l'esprit. Et donc, je pense que le cap qui est donné par le chef de l'État, qui consiste à affronter la crise, qui consiste à faire en sorte d'avoir des mécanismes qui nous permettent d'intervenir de manière forte, qui consiste à faire en sorte que l'inflation au Sénégal est mieux maîtrisée qu'ailleurs, c'est à peu près 10%, sont des éléments importants de ce qui se dessine devant nous. Alors, question que je pose à l'ancien conseiller spécial de la première ministre, Aminata Touré, qui a conduit justement la liste de Benno Bokk Yakaar. Vous la voyez aujourd'hui à quelle fonction? Présidente de l'Assemblée nationale, retour au gouvernement? Et il se dit que rien n'est évident. Non, vous me demandez de spéculer. Au moment où on parle. Vous me demandez de spéculer sur des éléments qui sont de la prérogative du chef de l'État, puisqu'il nomme aux fonctions civiles et militaires. Elle s'est engagée dans un combat. Elle s'est engagée pour poursuivre des éléments de transformation de ce pays. La suite, je pense que les jours prochains nous l'indiqueront, mais moi je ne spécule pas. On verra l'attelage que le chef de l'État décidera de mettre en œuvre pour poursuivre et relever les défis qui sont en face de nous, notamment ceux de l'inflation, ceux des crises, notamment sur les différentes souverainetés qu'il s'agit d'acquérir. Présidence de l'Assemblée nationale, cela ferait d'elle la première présidente d'une Assemblée nationale au Sénégal? En tout cas, ce qui est certain, c'est que le fait qu'elle ait pu conduire la tête de liste de notre majorité, au-delà des mots, on entend souvent les uns et les autres se prévaloir ou solliciter le vote féminin. Il ne s'agit pas simplement de le scander. Le respect des femmes, c'est la loi que les députés ont votée contre le viol. C'est aussi le fait que dans les faits, des femmes politiques puissent porter et conduire des combats comme celui qu'on a porté. En tant que Premier ministre, elle a joué un rôle majeur. Présidente d'institution, elle a pu l'être également. Et je suis convaincu que là où elle sera, elle donnera le meilleur d'elle-même pour poursuivre cette transformation du pays. L'intercoalition Yewwi Wallu qui veut supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales avec une proposition de loi qu'elle envisagerait de faire. La beauté de la démocratie sénégalaise, c'est que quand un match se tient, le vainqueur et le vaincu, ou le deuxième, puissent et féliciter les Sénégalais et féliciter les résultats. Le populisme, il consiste à s'appuyer sur des événements ou des éléments qui sont des éléments comme ceux que j'ai indiqués. Pour remettre en cause aussi le droit souverain qui s'est exprimé dans les urnes. Lorsqu'ils vous sont défavorables, comme en 2019, ou avant que les élections se tiennent, c'est de considérer que rien ne va et que tout est sous le sceau de la fraude. Il faut féliciter le peuple sénégalais, il faut féliciter ceux qui ont gagné, et il faut asseoir, renforcer la démocratie sénégalaise. On le voit dans la sous-région, on le voit dans le monde. Nos pays sont fragiles. Oui. La responsabilité de l'opposition, c'est de ne pas les fragiliser davantage en insultant ou en ne considérant pas... Le deuxième élément de ce que vous appelez populisme? C'est l'élément qui consiste globalement à ce que l'inflation, à ce que la situation soit le fait du gouvernement alors que des politiques sont mises en place. Il faut aussi savoir... Très bien. C'est Beaumarchais qui disait « il n'y a pas de liberté de blâmer, il n'y a pas d'éloge flatteur sans liberté de blâmer ». Très bien. Ça vaut pour le fait d'indiquer quand des choses sont bien faites, qu'elles sont bien faites. Et une partie de l'opposition ne le fait pas mal. Très bien. Vous étiez commissaire politique à Saraya, vous avez perdu. Benno a perdu Saraya au profit de Wallu. Effectivement. Faut féliciter ceux qui ont gagné. Nous avions au local une majorité. Malheureusement, les camarades n'ont pas pu se mettre, je pense, à la hauteur
pour aller véritablement ensemble. Ça arrive. Nous avons également participé au sein de notre mouvement, à de Bagoda, à ces élections, plusieurs lieux, que ce soit à Canel, à Bakel ou à la Médina, et apporter notre écho, des fois dans la victoire, malheureusement parfois dans la défaite, mais ça fait partie du jeu démocratique. Merci Idrissa Diabira, directeur général de l'ADE-PME. Au plan politique, il est également responsable à l'Alliance pour la République, parti au pouvoir. Jury du dimanche, Mahmoud Ibra Kane. Réalisation technique, Babacar Ndiaye, Iba Mar Sène. Pour le compte de immédiat.sn, Cheikh Moussa Sarr. Au texte, à la photo, Pape Doudou Diallo, Abdoulaye Silla. Réseaux sociaux, Fatima Traba, Biram Pouy. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.